Aujourd'hui, Vladimir Poutine a reçu à Moscou les envoyés de Trump, Steven Witkoff et Jared Kushner. Un accord de paix pour l'Ukraine a été débattu. Et tous les médias ont prêté attention aux déclarations de Poutine, dans lesquelles il menaçait l'Europe de guerre et menaçait de couper l'Ukraine de la mer. Il se vantait de la prise de Pokrovskaya et Volchanskaya par les Russes à Donetsk et Kharkiv. Mais peu de gens ont prêté attention au fait que des négociations en coulisses erronées étaient menées entre les représentants de trois pays, les États-Unis, la Russie et la Chine. Pourquoi donc ? Par un curieux hasard, Wang Yi, chef du ministère des Affaires étrangères de Chine, est à Moscou en même temps que l'envoyé spécial américain Steven Witkoff. Et ici, un puzzle intéressant se forme. La Chine a invité le président français Emmanuel Macron à des négociations. Il sera à Pékin dès demain, le 3 décembre, et y restera jusqu'au 5. Et avant cela, Emmanuel Macron a rencontré personnellement Volodymyr Zelensky et a discuté de toutes les questions concernant le plan de paix. Et en ce moment même, la Chine propose à l'Europe un accord qui pourrait renforcer cette fameuse autonomie stratégique de l'Europe, comprenant que les Américains se retirent des affaires. Et aussi montrer que sans la Chine, la question de la guerre de la Russie contre l'Ukraine ne sera pas résolue, que la Russie et les États-Unis feraient mieux de ne pas se rapprocher de trop, comme le souhaite Donald Trump. Et bien sûr soulever la question de Taïwan. Dans cet épisode, il y aura beaucoup d'intérêt, car en fait, les négociations à Moscou impliquent 103 pays, pas 2. Je m'appelle Alexei Pitchi, discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de liker cette vidéo et d'écrire un commentaire détaillé en dessous. De plus, abonnez-vous à ma chaîne Telegram Pitchi News, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Nous y publions des actualités en temps réel dès qu'elles arrivent. Et si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire via un don ou un abonnement payant en utilisant les liens et les informations dans la description de cette vidéo. Je vous suis reconnaissant pour tout votre soutien. Alors, je vais commencer par un bref exposé. Aujourd'hui, Poutine mène des négociations militaires à Moscou. Le représentant spécial américain Steve Witkoff et Jared Kushner, gendre de Trump, rencontrent Vladimir Poutine. Plus tôt, Poutine a accusé les dirigeants européens de tenter de bloquer l'accord de paix prétendument proposé par les États-Unis. Il a aussi affirmé être prêt à faire la guerre à l'Europe, convaincu que la Russie gagnerait vite contre les Européens. Dans le même temps, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a qualifié la situation diplomatique actuelle de, je cite, « l'un des moments les plus difficiles et en même temps les plus optimistes ». Le président ukrainien, qui se trouve aujourd'hui à Dublin, a également déclaré qu'il pourrait rencontrer des représentants des États-Unis peu après la rencontre russo-américaine à Moscou. Et il a ajouté qu'il attend des signaux après les négociations entre Poutine et Witkoff. Pendant ce temps, Poutine affirme que la Russie contrôle Pokrovsk, ville clé de l'Est ukrainien. Bien que l'Ukraine ait rejeté ce qu'elle a qualifié de déclaration bruyante de Moscou, visant simplement à influencer les négociations. Et à Washington, Trump a convoqué aujourd'hui une réunion du cabinet avec les membres de son administration, et il y a déclaré que la situation dans les négociations était difficile. Mais il est fier que les États-Unis n'aident plus l'Ukraine gratuitement, mais qu'ils vendent simplement des armes, gagnant de l'argent sur la guerre. Et c'est ici que de nouveaux détails apparaissent sur ce que la Maison-Blanche promet à Poutine. Le journal Politico écrit que l'administration du président américain Donald Trump prévoit de restituer à la Russie ses avoirs gelés après la signature d'un accord sur l'Ukraine et la fin de la guerre. Il est rapporté que des responsables américains en ont informé l'envoyé de l'Union européenne pour les questions de sanctions, David O'Sullivan, lors de sa visite à Washington cet été. Et depuis, ils ne sont pas revenus sur cette position. Dans le plan de paix initial que les États-Unis ont présenté à la mi-novembre, il était question d'utiliser 100 milliards de dollars d'actifs russes pour la reconstruction de l'Ukraine. Et, selon le document, Washington devait recevoir 50% des bénéfices de cette opération, tandis qu'il était proposé à l'Europe d'ajouter encore 100 milliards de dollars afin d'augmenter le volume des investissements dans l'économie ukrainienne. Le reste. Les autres actifs de la Russie étaient destinés à un certain fonds d'investissement américano-russe, qui travaillerait sur des projets américano-russes. Selon Politico, les responsables russes étaient indignés que les États-Unis saisissent une partie des actifs, même si ceux-ci devaient servir à la reconstruction ukrainienne, et que le reste soit partagé avec les Russes. Selon Bloomberg, la clause sur l'utilisation des actifs russes a finalement été retirée du plan de paix. Pendant ce temps,
La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a proposé d'accorder à l'Ukraine un prêt de réparation de 140 milliards d'euros garanti par les avoirs russes gelés. Cependant, la Banque centrale européenne a refusé de fournir des garanties pour un tel prêt. Selon le journal Financial Times, des responsables européens se sont adressés à cette banque pour qu'elle agisse en tant que prêteur pour le dépositaire belge Euroclear, où est conservée la majeure partie des avoirs russes. Eh bien, le régulateur est arrivé à la conclusion que la proposition équivaut à un financement monétaire, ce qui est en fait interdit par les traités de l'Union européenne. La Belgique s'oppose aussi à accorder un prêt à Kiev en utilisant les avoirs russes. Concernant la question territoriale discutée aujourd'hui par Vitkov et Poutine, il est indiqué que les négociations entre diplomates ukrainiens et américains en Floride peu avant la visite de Vitkov à Moscou n'ont pas permis d'avancer sur ce point clé. Selon les informations, Kiev refuse toujours de créer le Donbass, ce sur quoi insiste Poutine, tandis que la Russie, de son côté, n'accepte aucune forme de cessez-le-feu. Poutine a confirmé fin de semaine dernière que la Russie ne cessera pas les hostilités tant que l'armée ukrainienne n'aura pas quitté, selon lui, les territoires occupés. Poutine a aussi affirmé qu'il serait soi-disant impossible de signer un accord, mais cela reste la partie publique. Mais il y a un autre aspect de ces négociations qui reste en coulisses, la participation de la Chine. Et la Chine surveille clairement les actions de Vladimir Poutine en ce moment, afin qu'il ne trahisse pas par inadvertance les intérêts de la Chine. En fait, c'est dû à une étrange coïncidence. Aujourd'hui, le chef des affaires étrangères chinois, Wang Yi, est arrivé à Moscou, tout comme l'envoyé spécial américain Steven Witkoff, qui a rencontré Poutine au Kremlin pour discuter d'un accord de paix sur l'Ukraine. Officiellement, il a été annoncé que Wang Yi avait mené des consultations avec le secrétaire du Conseil de sécurité de la Russie, Sergueï Choïgu. La coopération entre les services spéciaux de la Fédération de Russie et de la Chine a été discutée, ainsi que les questions actuelles de sécurité internationale et régionale. Ce ne sont pas vraiment des questions pour le ministre des Affaires étrangères, je le précise. Après cette rencontre, Wang Yi n'a pas quitté Moscou immédiatement. Il a dit « Je vais rester ici encore un peu ». C'est ici que ça devient intéressant. Nous allons assembler les pièces du puzzle. Du 3 au 5 décembre, Emmanuel Macron, le président de la France, sera en visite en Chine. Il s'agira d'économie et de coopération entre la France, l'Union européenne et la Chine. Emmanuel Macron parlera au nom de l'Union européenne. Il est révélateur que la visite ait lieu avant la rencontre entre Donald Trump et Xi Jinping et que la visite soit organisée à l'invitation de la partie chinoise. C'est-à-dire que la Chine a elle-même invité Emmanuel Macron à venir pour des négociations. Les résultats pourraient illustrer la dynamique d'autonomisation de la politique européenne, soit le processus par lequel un État de l'Union européenne agit indépendamment de la politique des États-Unis. C'est ce sur quoi Emmanuel Macron a toujours insisté, déjà en 2017. Les habitués de ma chaîne savent que j'y fais toujours référence. À quoi ? En 2017, Emmanuel Macron a affirmé que l'Europe devait devenir autonome, notamment face aux États-Unis et à la Chine. Cela va maintenant se manifester. Emmanuel Macron a aussitôt annoncé qu'il parlerait avec les Chinois de la guerre russo-ukrainienne. Voici une citation. « Nous espérons que la Chine convaincra la Russie de mettre fin à la guerre et d'entamer des négociations, qui respecteront les droits fondamentaux de l'Ukraine et nous permettront d'atteindre la paix et la sécurité sur le continent européen. » Mais ici, vous demanderez, pourquoi cela intéresse-t-il la Chine ? En réalité, ce n'est pas si compliqué. La démonstration que ce problème, c'est-à-dire la question de la guerre de la Russie contre l'Ukraine, ne peut pas être résolu sans la participation de la Chine. C'est un coup dur, surtout après les tentatives retentissantes de Donald Trump. Xi Jinping dit « Regardez, Donald Trump n'y arrive pas ». De plus, la Chine va essayer d'empêcher une trop grande activité sur la voie russo-américaine, parce que la Chine voit qu'il y a un risque que ces deux pays se rapprochent en main dance. Et des concessions majeures pour le Kremlin deviendront un point de départ à partir duquel la Russie essaiera de retrouver son influence dans des régions qui lui appartenaient autrefois. Qu'est-ce que cela signifie ? En fait, à Moscou, on considère l'Asie centrale et le Caucase comme ses propres régions. Et la Chine, ces dernières années, est activement arrivée sur ces territoires et s'y installe. C'est précisément pendant la période de la guerre à grande échelle qu'en Asie centrale et dans le Caucase, la Chine commence à occuper une position dominante, alors qu'auparavant, c'était la Russie qui occupait cette position.
Aujourd'hui, le Tadjikistan a demandé l'aide des troupes russes pour protéger sa frontière avec l'Afghanistan. En novembre, une fusillade a eu lieu là-bas, tuant des citoyens chinois. Pourtant, le Tadjikistan demande de l'aide à la Russie, pas à la Chine. Tout cela est clairement une mise en scène, et la Chine n'apprécie pas cette tournure des événements. Et puis, Shadow, un autre point c'est important, c'est la question de Taïwan, bien sûr. En 2023, la Chine a proposé son propre plan de paix pour l'Ukraine. Et à ce moment-là, beaucoup étaient perplexes face au premier point, la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine. À l'époque, même Poutine, je le rappelle, critiquait ce plan du camarade Xi. Mais pour la Chine, c'est important. Et tout cela n'est pas fait par amour pour l'Ukraine. Taïwan est considéré par Pékin comme une partie intégrante de la Chine. La reconnaissance de ces soi-disant nouveaux territoires russes, surtout à travers l'étape des soi-disant républiques populaires, comme la République populaire de Donetsk et la République populaire de Luhansk, est un très mauvais précédent pour Pékin. Poutine demande à l'Europe et aux États-Unis de reconnaître que l'indépendance de la République populaire de Donetsk et de la République populaire de Luhansk a rendu ces territoires des Russes. Pour la Chine, c'est très mauvais. Parce qu'alors, on peut sans hésiter, vous savez, pointer du doigt Taïwan et dire « Écoutez, c'est en fait une république séparée. Vous reconnaissez toutes sortes de républiques populaires de Luhansk, république populaire de Donetsk alors. Quelle Chine ici Quelle Chine unifiée? De quoi s'agit-il » Et pour finir, je vais vous donner une autre idée à méditer pour que vous ayez matière à réflexion. En ce qui concerne Steven Witkoff, le voyage à Moscou est l'une des dernières tentatives pour avancer dans le processus de paix en Ukraine avant le voyage de Donald Trump en Chine. La Fédération de Russie est peu susceptible d'abandonner ses exigences à ce stade. Cela se voit dans les résultats de la rencontre entre Poutine et Witkoff. C'est pourquoi tout contour du futur processus de paix, d'un véritable processus de paix, sera désormais formé par les États-Unis, l'Europe et la Chine. Macron intervient alors dans ce trio. Et maintenant, la tâche du ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, est justement de s'assurer à Moscou qu'il n'y ait pas d'accord avec les Américains. Pour que ce processus de paix soit reporté à 2026 et pour que le monde reconnaisse qu'il est impossible de résoudre cette question sans la Chine. Voilà à quoi ressemble ce puzzle. Dans cet épisode, je suspends mes propos. Donnez votre avis, vos conclusions dans les commentaires sous cet épisode. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. À suivre.